Ma sœur m'a accusé d'avoir volé son bracelet Cartier à 42 000 €, juste pour me faire déshériter. Mes parents m'ont traité de voleuse de la famille, et m'ont mise à la porte en pleine tempête. Ils ne savaient pas que je payais secrètement le prêt de leur maison de plage, et la Bentley en location de ma sœur. Alors, j'ai essuyé la pluie de mon visage, j'ai cliqué sur annuler ou pour chaque virement automatique, et j'ai regardé leur vie parfaite se fissurer. Voyez ce qui est arrivé ensuite. La pluie tombait à l'horizontale, lorsque la porte d'entrée s'est refermée derrière moi. Pas une bruine, pas une averse de printemps, mais un véritable orage électrique, le genre qui colore le ciel de vert sur les bords, et qui transforme les caniveaux en rivières. En avril, dans cette région du pays, le temps peut passer du chaud au violent en 20 minutes. Et il était devenu violent 10 minutes, avant que mon père ne me dise de sortir de sa maison. Mon sac de voyage a heurté les marches du perron en premier, puis ma veste, jetée par ma mère depuis l'embrasure de la porte, car la toucher assez longtemps pour me la tendre aurait signifié me regarder, et Charlotte Covington n'allait pas regarder sa fille aînée en la traitant de voleuse. La veste a atterri dans une flaque d'eau au bas des marches. Je l'ai ramassée, la doublure était déjà trempée. Derrière moi, à travers la contreporte vitrée, j'entendais Monroe pleurer. Pas de vrais pleurs. Des pleurs de comédienne. Le genre qui nécessite un public, un mouchoir, et quelqu'un pour lui tenir l'épaule pendant qu'elle explique à quel point elle se sent violée. Monroe est très douée pour ce genre de pleurs. Elle le fait depuis l'âge de 6 ans, quand elle a découvert que les larmes de la fille cadette pèsent plus lourd que l'effet de l'aînée. 30 minutes plus tôt, j'étais assise sur le canapé du salon de la maison de plage de mes parents, mangeant un plat à emporter dans une barquette avec une fourchette en plastique, et regardant l'orage monter à travers la baie vitrée. C'était censé être un week-end en famille. Monroe était là avec son petit ami Tristan, un entraîneur personnel avec un Range Rover en location, et un talent pour ne rien dire, exactement au bon volume. Mes parents avaient ouvert du vin. La maison sentait les bougies à la lavande que Charlotte achète en gros sur catalogue. Puis Monroe m'a regardé de l'autre côté de la pièce et a dit, « Je veux parler de mon bracelet Cartier. » Le bracelet était un Cartier Love en or blanc 18 carats, taille 17. Je connaissais les spécifications car je suis gémologue senior chez Harland & Graf Fine Jeweler. J'authentifie, j'évalue et j'acquiers des pièces de luxe pour gagner ma vie. Je manipule l'inventaire Cartier 3 fois par semaine. Le bracelet de Monroe était un cadeau d'un homme avec qui elle est sortie pendant 4 mois, il y a 2 ans. Il a dépensé 42 000 € pour ce bijou. Elle a passé 4 mois à prétendre l'aimer. Le bracelet a duré plus longtemps que la relation. J'ai remarqué qu'il manquait il y a 2 semaines. Monroe était maintenant debout, les bras croisés, positionné entre mes parents comme un témoin à un procès. J'ai cherché partout. Ma boîte à bijoux, mon coffre-fort, ma mallette de voyage, disparue. Et la seule personne qui est venue dans mon appartement le mois dernier, la seule personne qui sait ce que vaut un Cartier Love et comment en vendre un sans se faire prendre, est assise juste là. Elle m'a pointé du doigt. Mon père a posé son verre de vin. La main de ma mère est allée à sa bouche. Tristan s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine et a observé, comme un homme qui avait déjà été briefé. Tu as toujours été jalouse de moi, Paige. Toujours. Tu restes assise dans ta petite boutique, à loucher sur les diamants des autres à travers une loupe, parce que tu n'en auras jamais un à toi. 34 ans, pas de bague, pas d'homme, pas d'enfant. Juste un studio et un travail qui te paie pour toucher des choses que tu ne peux pas te permettre. Tu as pris mon bracelet, parce que toucher de belles choses est ce que tu auras de plus proche de les posséder. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'observais les visages de mes parents, et que je mesurais le temps qu'il leur faudrait pour demander des preuves à Monroe. Ils n'ont pas demandé. Edmond s'est levé de sa chaise. Son visage avait la couleur du vin qu'il buvait. Est-ce vrai, Paige? As-tu pris le bracelet de ta sœur? Non. Monroe dit que tu étais la seule à y avoir accès. Monroe a tort. Charlotte a secoué la tête. Le geste était petit, et définitif. La façon dont elle secoue la tête quand elle a déjà pris sa décision, et que la conversation n'est qu'une formalité qu'elle endure par politesse. Tu travailles avec des bijoux. Tu sais comment les vendre. Tu as accès à des revendeurs et des boutiques de seconde main. Je ne veux pas le croire, mais c'est logique, Paige. C'est terriblement logique. Ça n'a aucun sens. Je n'ai rien pris. La voix de Monroe a grimpé d'un ton. Alors où est-il?
Où est mon bracelet de 42 000 euros? Parce que je ne l'ai pas perdu, et je ne l'ai pas vendu. Et la seule personne dans mon appartement qui manipule des bijoux de luxe pour vivre, c'est toi. Edmond a pointé la porte. Sors. Papa. Sors de ma maison. Je n'aurai pas de voleuse sous ce toit. Une voleuse de la famille. Ta mère et moi t'avons tout donné, et voilà ce que tu fais. Tu voles ta propre sœur. Charlotte a ouvert la porte d'entrée. L'orage s'est engouffré à l'intérieur. La pluie a frappé le parquet et a formé une flaque près du seuil. Elle ne s'est pas écartée pour me laisser passer confortablement. Elle s'est tenue dans l'entrebâillement, et a attendu que je me faufile. J'ai pris mon sac de voyage. J'ai marché vers la porte. Je me suis arrêté devant Charlotte, et je l'ai regardée. Elle a regardé le sol. Voleuse de la famille, a dit Edmond derrière moi. Les mots ont atterri sur mon dos comme un objet qu'on lance. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas rendu ce que tu as pris. La porte s'est fermée. Je suis resté sur le porche, sous la pluie. Mon sac était sur mon épaule. Ma veste était trempée. Les clous d'oreilles en perles que ma grand-mère Lilian m'avait offerts pour mon 18e anniversaire étaient toujours à mes oreilles, petits et froids contre le vent. J'ai touché celui de gauche avec mon pouce. C'était du vrai. Pas besoin d'être cher pour être vrai. Lilian avait dit ça quand elle me les a donnés. Elle avait dit, souviens-toi de la différence entre le vrai et le cher. Monroe ne la connaît pas. Toi, si. Je suis resté dans la tempête pendant 90 secondes. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai essuyé l'écran avec ma paume mouillée, et j'ai ouvert mon application bancaire. Le premier virement automatique était pour le prêt de la maison de plage, 4 200 € par mois. Je le payais depuis 3 ans, parce que le revenu de retraite d'Edmond, issu de sa pension de directeur régional des ventes, couvrait les impôts fonciers, mais pas le prêt. Et Charlotte aurait préféré laisser la maison être saisie plutôt que d'admettre à ses amis de tennis du club qu'ils ne pouvaient pas se la permettre. J'avais mis en place le virement automatique la semaine où ils avaient failli manquer le deuxième paiement. Je ne leur ai jamais dit. Ils n'ont jamais demandé pourquoi la banque avait arrêté d'appeler. Annulé. Le deuxième virement automatique était pour la location de la Bentley Continental GT de Monroe, 3 800 € par mois. Les revenus Instagram de Monroe couvraient ses ongles, ses rendez-vous pour les cils, et ses notes de restaurant. Il ne couvrait pas une Bentley. Elle l'avait loué après avoir rassemblé un acompte plus important pour être éligible avec son propre crédit, mais la mensualité était plus qu'elle ne pouvait assumer. Elle m'avait appelé en pleurant à 23 heures, et m'avait dit qu'elle perdrait la voiture en 2 mois. J'avais mis en place un virement automatique depuis mon compte pour le montant mensuel total. Pas en tant que co-signataire, mais en tant que sœur qui avait cru à ses larmes. Je payais depuis 14 mois. Annulé. Le troisième était pour l'assurance médicale complémentaire de Charlotte, 940 € par mois. Je l'avais mis en place après son opération du genou il y a 2 ans, parce que son assurance principale ne couvrait pas la kinésithérapie, et Charlotte m'avait dit que les tickets modérateurs étaient écrasantes. Annulé. Je suis resté sous la pluie, mon téléphone à la main, et j'ai regardé 3 écrans de confirmation se charger l'un après l'autre. 3 coches vertes. 3 paiements qui maintenaient discrètement la vie de la famille Covington à flot, cachant les fissures dont personne ne parlait. Total mensuel, 8 940 €. Total depuis que j'ai commencé, plus de 180 000 €, parti en 45 secondes, pendant que l'orage faisait voler la pluie dans mes cheveux, et que les pleurs de comédienne de ma sœur résonnaient derrière la vitre. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Susuro de Reddit. C'est l'histoire de comment ma famille m'a traité de voleuse pour un bracelet que je n'ai jamais touché, et de ce qui s'est passé quand la personne qu'ils ont jetée sous la pluie s'est avérée être celle qui soutenait le toit. Je dois expliquer comment nous en sommes arrivés là, car l'orage n'est pas le début. Le début, c'est l'arithmétique de ma famille, qui a toujours fonctionné de la même manière. Monroe dépense. Je couvre. Charlotte prétend. Edmond ne pose pas de questions. Monroe a 4 ans de moins que moi. Elle est belle, de la manière que les algorithmes récompensent. Visage symétrique, cheveux longs, garde-robe soignée, le genre de présence qui pousse les inconnus à lui offrir des choses gratuites dans les restaurants, parce qu'ils supposent qu'elle est quelqu'un. Elle s'est construit une communauté sur Instagram avec du contenu lifestyle, ce qui signifie qu'elle publie des photos de choses qu'elle ne possède pas, dans des endroits qu'elle ne peut pas se permettre, avec des légendes comme bénie, reconnaissante,
et cette vie. Son revenu réel, provenant des partenariats de marque et des sponsorisations, est d'environ 31 000 € par an. Ses dépenses, incluant la Bentley, l'appartement dans le quartier des Arts, les remplissages de Sylvie hebdomadaires, et les restaurants où elle photographie sa nourriture avant de la manger, totalisent environ 74 000 €. Le calcul n'a jamais été bon. Il n'a jamais été censé l'être. Je suis le calcul. Je travaille chez Harland & Graf Ingeweller, une boutique familiale sur Merchant Row qui opère depuis 1961. Je suis une gémologue senior certifiée GIA. J'authentifie les diamants, j'évalue les pièces de succession, je recherche des inventaires d'acquisition, et je fournis des expertises professionnelles pour les compagnies d'assurance. Mon salaire est de 89 000 €. Je vis seul dans un studio qui coûte 1 150 € par mois. Je suis propriétaire de ma voiture. J'ai un compte de retraite avec 112 000 € dedans, dont personne dans ma famille ne connaît l'existence, parce que personne ne m'a jamais demandé ce que j'économisais. Ils ne savent que ce que je dépense, et ce que je dépense, c'est pour eux. Je n'ai pas de compte Instagram. J'ai une loupe, un spectroscope, une paire de Bruxelles calibrées, et une liste de clients qui inclut 3 experts en sinistre qui m'appellent directement lorsqu'une réclamation concerne une pièce de grande valeur. Monroe a un jour décrit mon travail à une assemblée de gens à Thanksgiving en disant « Elle louche sur des cailloux pour gagner sa vie ». Charlotte a ri. Edmond ne les a pas corrigés. Lilian, ma grand-mère, a regardé Monroe et a dit « La femme qui louche sur des cailloux est celle qui paie pour la dinde que tu manges ». Personne n'a ri à ça. Personne n'en a reparlé non plus. L'arrangement financier n'a pas été négocié. Il a été supposé. Le prêt de la maison de plage a commencé il y a 3 ans, quand Edmond a pris une retraite anticipée de son poste de directeur régional des ventes, avec une pension qui couvrait les impôts fonciers et les courses. Mais pas les 4 200 € de mensualité sur une maison que Charlotte insistait pour garder, parce que le club était à proximité, et la vendre aurait signifié expliquer pourquoi. J'ai mis en place le virement automatique la semaine après qu'ils aient failli manquer le 2e paiement consécutif. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils ne l'ont jamais reconnu. Le paiement est simplement apparu, et le sujet a été scellé par un silence mutuel. La Bentley de Monroe a commencé il y a 14 mois. Elle m'a appelé à 23 h un mercredi, en pleurant, disant qu'elle allait perdre la voiture parce que le paiement mensuel était supérieur à ce que ses revenus pouvaient couvrir. Le contrat de location était à son nom seul. Elle avait été éligible en versant un acompte plus important, mais les 3 800 € mensuels la noyaient. J'ai mis en place le virement automatique depuis mon compte la même semaine, parce qu'elle était ma sœur, et parce que j'ai confondu sa détresse avec un besoin, plutôt qu'un droit qu'elle s'octroyait. Monroe n'a jamais contribué un seul mois avec son propre compte. Elle n'a jamais proposé. Elle a posté une vidéo d'elle recevant les clés avec la légende « La manifestation fonctionne ». Et elle a obtenu 4200 likes. Aucune de ces personnes n'a payé pour ça. Moi, si. L'assurance complémentaire de Charlotte a commencé il y a 2 ans après son opération du genou, 940 € par mois. L'assurance principale couvrait l'intervention, mais pas les 12 semaines de kinésithérapie. Et Charlotte m'a dit que les tickets modérateurs nous écrasaient. Je l'ai mise en place. Elle n'a pas dit merci. Elle a dit « Tu es une bonne fille, Paige ». Elle l'a dit comme on dit au bon chien quand l'animal apporte le journal. J'ai failli appeler Monroe depuis la voiture cette nuit-là. Mon pouce était sur son nom, mais la pluie sur le pare-brise était trop forte pour une conversation qui nécessitait du calme, et les boucles d'oreilles en perles étaient toujours à mes oreilles, et la voix de Lilian était toujours dans ma tête, disant « Souviens-toi de la différence ». Alors, j'ai conduit jusqu'à un hôtel, je me suis enregistré, j'ai posé ma veste mouillée sur le crochet de la porte de la salle de bain, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si le bracelet Cartier de Monroe avait disparu, il n'y avait que 2 possibilités. Soit quelqu'un l'avait pris, soit Monroe l'avait déplacé elle-même. Et chaque bracelet Cartier Love fabriqué après 2009 porte un numéro de série unique gravé à l'intérieur du fermoir. Le numéro est enregistré au nom de l'acheteur original, et suivi à travers chaque événement de service autorisé, réparation, et certification de revente. Si ce bracelet existait quelque part sur le marché secondaire authentifié, n'importe quelle boutique de dépôt-vente, n'importe quelle plateforme de revente, n'importe quel revendeur de biens de succession qui effectue une vérification de numéro de série, je pouvais le trouver. Parce que trouver des pièces de luxe que quelqu'un prétend perdues n'est pas une compétence secondaire. C'est le cœur de ce que je fais,
3 fois par semaine. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable au bureau de l'hôtel. La chambre coûtait 127 € la nuit. La première nuit que je payais pour moi-même en 3 ans, qui n'incluait pas le fait de payer pour quelqu'un d'autre en même temps. Je me suis connecté au registre d'authentification professionnelle du GIA et de quartier, auquel Harland & Grave est abonné dans le cadre de notre certification de revendeur. J'ai tapé le numéro de série du bracelet, que j'avais enregistré 18 mois plus tôt, lorsque Monroe m'avait demandé d'expertiser la pièce pour son assurance. J'avais noté le numéro de série, le poids, la pureté en carats, la position du poinçon et l'état du fermoir dans ma base de données professionnelle. Je fais cela pour chaque pièce importante que je manipule, y compris les pièces qui appartiennent à la famille, surtout les pièces qui appartiennent à la famille, parce que le sentiment ne change rien au fait qu'un bijou de 42 000 € nécessite une documentation. La recherche a renvoyé un résultat. Le bracelet avait été mis en dépôt-vente chez Hulbrook Fine Consignement le 28 mars 2026, 14 jours avant que Monroe ne le déclare volé à nos parents le 11 avril. Le prix de consignation était de 38 500 €, ce qui est une fourchette standard sur le marché secondaire pour un quartier love d'occasion en or blanc 18 carats, avec sa boîte d'origine et ses papiers d'authentification. Le déposant était listé par nom de famille et première initiale. Covington, Monsieur Monroe avait vendu son propre bracelet 2 semaines avant de m'accuser de l'avoir volé. Je suis resté assise au bureau de l'hôtel pendant un long moment. L'écran de l'ordinateur se reflétait dans la fenêtre sombre derrière lui. Mes mains étaient à plat sur le bureau, de la même manière qu'elles sont à plat lorsque j'examine une pierre sous grossissement, et que j'ai besoin d'une immobilité absolue pour voir l'inclusion. Ma sœur avait vendu son bracelet, empoché 38 500 €, puis s'était tenue dans le salon de nos parents 14 jours plus tard, m'avait pointé du doigt, et m'avait traité de voleuse et de femme jalouse et sans enfant, qui ne posséderait jamais rien de beau. Elle l'a fait avec des témoins. Elle l'a fait pendant un orage. Elle a planifié le moment, le décor, et l'architecture émotionnelle de l'accusation. Elle a choisi la nuit de l'orage, parce qu'elle savait que la météo rendrait le moment biblique, et le souvenir permanent. J'ai appelé Gemma Hulbrook. Gemma dirige Hulbrook Fine Consignement sur Ashland Avenue, une boutique avec laquelle je fais des affaires professionnelles depuis 7 ans. Elle a 56 ans, elle est méticuleuse sur la documentation, et elle ne met rien en dépôt-vente au-dessus de 5 000 € sans un accord signé, une pièce d'identité émise par le gouvernement, et une photographie du déposant tenant la pièce. Gemma, c'est Paige. J'ai besoin de te poser une question sur un quartier love qui est passé par ta boutique le 28 mars. Or blanc, taille 17, numéro de série se terminant par 4471. Je m'en souviens. Belle pièce, état impeccable. La vendeuse l'a apporté avec la boîte d'origine et le certificat d'authenticité. Le nom de la vendeuse ? Monroe Covington. J'ai son permis de conduire dans mes dossiers et sa signature sur le contrat de dépôt-vente. Elle a dit qu'elle réduisait sa collection. J'ai failli raccrocher et conduire jusqu'à la maison de mes parents sur le champ, mais le contrat de dépôt-vente n'était que la première couche. Il y en avait une deuxième en dessous, et je pouvais sentir son poids, de la même manière que je sens une inclusion dans une pierre avant de la voir. Quelque chose sous la surface, quelque chose de structurel. Si vous suivez cette histoire et que vous sentez le poids s'accumuler, abonnez-vous à Susuro de Reddit, car le bracelet n'était pas la seule chose que Monroe essayait de monnayer. Puis la deuxième couche m'a trouvé. Le 14 avril, une experte en sinistre nommée Colin, de Whitmore Casualty, a appelé Harland & Grave. Elle travaillait sur une réclamation pour vol de bijoux, et avait besoin d'une authentification sur un bracelet Cartier Love. L'expertise originale avait été faite par notre boutique, et elle avait besoin que l'expert officiel vérifie les spécifications pour le dossier de réclamation. L'expert officiel, c'était moi. Colin m'a envoyé le numéro de réclamation, et je l'ai consulté via notre processus de vérification interinstitutionnelle standard. La réclamation avait été déposée le 12 avril par Monroe Covington, un jour après qu'elle ait signalé le vol du bracelet, le 11 avril. La cause de la perte déclarée était un vol par un membre de la famille. La valeur de remplacement réclamée était de 42 000 €. Le membre de la famille suspecté du vol était listé comme Paige Covington, gémologue senior, Harland & Grave Fine Jeweler. Mon propre nom était sur la réclamation. Ma propre profession était citée comme la méthode. Ma propre sœur m'avait désigné comme la voleuse sur un formulaire d'assurance, et la compagnie d'assurance avait envoyé la demande d'authentification à mon propre bureau.
Monroe avait déposé une déclaration de sinistre frauduleuse de 42 000 € pour un bracelet qu'elle avait déjà vendu 38 500 €. Elle encaissait des deux côtés, l'argent de la consignation de la vente, et le paiement de l'assurance pour le vol. Total, 80 500 € pour un seul bracelet. Et la voleuse qu'elle avait inventée, c'était moi. J'ai rappelé Colin. Je lui ai dit que le numéro de série du bracelet était actuellement listé comme étant en dépôt-vente chez Hulbrook Fine Consignement, reçu le 28 mars, 14 jours avant la date de vol déclarée. Je lui ai dit que je pouvais fournir une copie certifiée du contrat de dépôt-vente, montrant la propre signature de la plaignante. La ligne est restée silencieuse pendant 8 secondes. Mademoiselle Covington, nous transmettons cette réclamation à notre unité d'enquête spéciale. Si vous avez des documents étayant ce que vous avez décrit, nous en aurons besoin dans les 48 heures. Je les avais en 24 heures. Gemma m'a envoyé le contrat de dépôt-vente certifié, le scan de la pièce d'identité de Monroe, et la photo de prise en charge. J'ai tout transféré à la compagnie d'assurance et à Nico Drapé, mon avocat, qui s'occupe des fraudes à l'assurance et des litiges civils. Nico a examiné le dossier et a dit 3 mots, c'est limpide. Avant la confrontation, j'ai conduit jusqu'à la maison de retraite de Ridgewood pour voir ma grand-mère, Lillian. Elle a 84 ans, et elle est vive, de la manière dont le sont les femmes qui ont vu 3 générations commettre les mêmes erreurs. Elle vit dans une chambre avec une fenêtre qui donne sur le parking, une bibliothèque pleine de romans policiers qu'elle a déjà résolus, mais qu'elle relit parce que le plaisir est dans la structure, et une photo encadrée de son défunt mari Walter tenant une canne à pêche en 1978. Lillian n'utilise pas de smartphone. Elle ne suit pas Monroe sur Instagram. Elle envoie des cartes d'anniversaire avec des chèques de 25 €, et une seule phrase de conseil qui vaut toujours plus que le chèque. Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit. Elle portait un cardigan couleur avoine, et des lunettes de lecture remontées sur son front. Elle a regardé mes boucles d'oreilles avant de regarder mon visage. Tu les portes toujours tous les jours. Bien. Elles te vont bien. C'est la seule chose de vrai dans cette famille, à part toi et moi, et je n'ai plus beaucoup de temps pour être vrai. Elle a pris ma main. Ses doigts étaient fins, mais sa poigne ne l'était pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Monroe m'a appelé il y a 2 semaines. Elle m'a demandé si je parlerais à ton père pour qu'il augmente son allocation mensuelle, prélevée sur la pension d'Edmond. J'ai dit non. Je lui ai dit que la pension d'Edmond couvrait à peine ses propres factures. Et qu'elle devait apprendre à quoi ressemblait l'intérieur d'un budget. Elle a raccroché sans dire au revoir. Lillian a fait une pause. Il y a 2 semaines, la même semaine où elle a vendu le bracelet. Elle m'a regardé avec une sorte de clarté qui n'adoucit rien. Ton grand-père m'a offert un collier de perles en 1964. Il lui a coûté 40 €. Il a conduit 40 minutes jusqu'à une boutique à Ridgewood. Parce que c'était le seul endroit qui vendait de vraies perles d'eau douce à un prix qu'un machiniste pouvait se permettre. Je l'ai porté tous les jours pendant 47 ans. Jusqu'à ce que le fermoir se casse. Ta mère m'a demandé un jour pourquoi je n'optais pas pour quelque chose de plus joli. Je lui ai dit que le collier ne concernait pas la perle. Il concernait l'homme qui avait mesuré ce qu'il pouvait donner, et qui avait donné exactement ça. Elle a serré ma main. Paige, va chercher ce qui t'appartient. Pas le bracelet. La vérité. Elle vaut plus que tout ce que Cartier a jamais estampillé. J'ai conduit jusqu'à la maison de plage le 16 avril, 5 jours après l'orage. Le temps s'était éclairci. Le ciel était d'un bleu pâle et vide. Je me suis garé derrière la berline d'Edmond, et je suis resté dans ma voiture pendant 2 minutes, moteur éteint, tenant le dossier de preuve sur le siège passager. Les boucles d'oreilles étaient à mes oreilles. La voix de Lillian était dans ma tête. La Bentley de Monroe était dans l'allée. Le Range Rover de Tristan était derrière. Les deux en location, l'une par Monroe, l'autre par Tristan. Aucun des deux ne pouvait se permettre l'assurance de l'un ou l'autre véhicule sans argent extérieur. Mon argent, qui n'arrivait plus. J'ai frappé. Edmond a ouvert la porte. Son visage est passé par la surprise, puis la colère, puis la politesse raide d'un homme qui ne veut pas de scène sur un Porsche qui fait face à l'océan. Je t'ai dit de ne pas revenir. Je suis ici parce que j'ai quelque chose à vous montrer, à vous tous. Ça prendra 10 minutes. Il m'a laissé entrer,
parce qu'Edmond n'a jamais été capable de fermer une porte à quelqu'un qui parle calmement. Charlotte était à l'îlot de cuisine. Monroe était sur le canapé avec son téléphone. Tristan était près de la fenêtre. Personne n'a dit bonjour. J'ai posé le dossier sur la table de la salle à manger et je l'ai ouvert. Monroe, tu as déclaré ton bracelet Cartier volé le 11 avril. Tu as dit à cette famille que je l'avais pris. Papa m'a traité de voleuse de la famille. Maman a jeté ma veste sous la pluie. Tu as déposé une déclaration de sinistre le 12 avril pour 42 000 €. Indiquant comme cause de la perte un vol par un membre de la famille. Tu m'as nommé. Monroe a posé son téléphone. Ses yeux se sont tournés vers le dossier. Le bracelet n'a pas été volé. Tu l'as mis en dépôt-vente chez Ulbrook Fine Consignement le 28 mars, 14 jours avant de le déclarer manquant. Tu es entré dans la boutique avec la boîte et le certificat d'origine, tu as présenté ton permis de conduire, signé un contrat de dépôt-vente. Et reçu 38 500 €. J'ai posé le contrat de dépôt-vente sur la table. La signature de Monroe, la photo de Monroe, la date, 28 mars 2026. Ceci est une copie certifiée du contrat. Gemma Ulbrook l'a fourni, avec le scan de ta pièce d'identité et la photo de prise en charge. Le visage de Monroe n'a pas changé. Pas encore. Elle calculait. Je pouvais le voir. La même expression qu'elle arbore lorsqu'elle modifie une légende Instagram, testant quelle version d'elle-même fonctionnera le mieux pour son public. Ce n'est pas ma signature. Gemma photographie chaque déposant tenant la pièce à la prise en charge. C'est toi, dans la boutique Ulbrook, tenant le bracelet le 28 mars. J'ai posé la photo sur la table. Monroe souriant, tenant un bracelet Cartier Love en or blanc dans sa main gauche. Le comptoir avant de Ulbrook visible derrière elle. Charlotte a pris la photo. Sa main tremblait. La déclaration de sinistre que tu as déposée mentionne le vol comme cause. Le bracelet n'a pas été volé. Il a été vendu, par toi, 14 jours avant que tu ne m'accuses. Tu encaissais des deux côtés. 38 500 € de la consignation, 42 000 € du paiement de l'assurance. 80 500 € au total. Pour un bracelet que tu ne possédais plus. C'est de la fraude à l'assurance. Edmond s'est assis. Il n'a pas choisi de s'asseoir. Ses genoux ont pris la décision pour lui. Il s'est affaissé sur la chaise de la salle à manger, et ses mains se sont agrippées au bord de la table. Charlotte a appuyé ses deux paumes contre le comptoir et a fixé un point sur le granit qui n'était pas là. Le calcul de Monroe s'est brisé. Le masque s'est fissuré du centre vers l'extérieur, de la même manière qu'un pare-brise se fissure lorsque la pierre frappe le point exact où toute la tension se rencontre. Tu ne comprends pas. J'avais des dettes. 67 000 € sur 4 cartes de crédit. Les paiements minimums me rongeaient. J'avais besoin de l'argent de la consignation pour les cartes. Et de l'argent de l'assurance pour éponger le reste. C'était un plan. C'était censé fonctionner. Personne n'était censé être blessé. J'ai été blessé, Monroe. Tu t'es tenu dans cette pièce et tu m'as traité de voleuse devant nos parents. Tu as attaqué ma profession, mon apparence, ma vie. Tu m'as dit que je ne posséderais jamais rien de beau. Et puis papa m'a traité de voleuse de la famille. Et maman a jeté ma veste dans une flaque, et je suis resté sous la pluie pendant que tu pleurais sur commande, à l'intérieur d'une maison que mon virement automatique protège de la banque depuis 3 ans. Charlotte a parlé pour la première fois. Sa voix était mince. Tu paies le prêt? Depuis 36 mois, 4 200 € par mois. Vous ne le saviez pas, parce que vous n'avez jamais demandé. De la même manière que vous n'avez pas demandé de preuves avant de jeter votre fille dans un orage. Edmond a regardé Charlotte. Charlotte a regardé le sol. Aucun d'eux n'a regardé Monroe. Monroe a réessayé. Elle essaie toujours. Paige, on peut arranger ça. Personne n'a besoin de savoir. Je vais retirer la déclaration de sinistre. Je dirai la vérité à maman et papa, et je partagerai l'argent de la consignation avec toi. 19 000 € chacune. Propre. On passe à autre chose. La compagnie d'assurance n'a pas besoin de savoir. Un pot de vin. Elle m'offrait la moitié de l'argent qu'elle avait reçu en vendant son propre bracelet, et en m'accusant du vol. Elle m'offrait une part de son crime, comme si c'était une proposition commerciale.
Le seul voleur ici, c'est toi. La posture de Monroe a changé. Elle s'est effondrée vers l'avant. Ses mains sont allées à ses genoux, sa tête est tombée, et sa respiration est devenue le genre de respiration qui se produit lorsque le public est parti, et que la performance n'a plus lieu d'être. Tristan s'est avancé vers elle, puis s'est arrêté, parce qu'il n'y avait rien à dire, et il le savait. L'unité d'enquête spéciale de la compagnie d'assurance a déjà été prévenue. La référence croisée du numéro de série a confirmé que le bracelet a été consigné, non volé. Ta réclamation a été signalée pour fraude. Mon avocat, Nico Drapé, a fourni la documentation. Si l'enquête confirme ce que le dossier montre déjà, tu risques des poursuites pour fraude à l'assurance sur une police de 42 000 €, ce qui constitue un crime dans cet état. Tristan s'est détaché du cadre de la fenêtre et s'est dirigé vers la cuisine, non pas vers Monroe, mais loin d'elle. Il a pris ses clés de voiture sur le comptoir, et les a serrées dans son poing, sans bouger vers la porte. Il calculait sa distance par rapport à la situation, en temps réel. J'ai regardé mes parents. Edmond fixait le contrat de dépôt-vente, avec l'expression d'un homme lisant un reçu pour quelque chose qu'il ne peut pas retourner. Charlotte se tenait les deux mains sur le comptoir, les yeux fermés. La façon dont elle les ferme pendant les turbulences en avion, comme si ne pas voir le problème pouvait retarder son arrivée. Vous m'avez traité de voleuse de la famille. Vous m'avez jeté dans un orage. Vous n'avez pas demandé de preuves à Monroe. Vous ne m'avez pas appelé le lendemain matin pour savoir si j'avais un endroit où dormir. Vous avez choisi Monroe. Parce que Monroe est la fille que vous comprenez. Elle est jolie, elle publie des photos, et elle donne à cette famille l'apparence que vous voulez qu'elle ait au club. Je suis la fille qui paie pour cette apparence. Et vous n'avez jamais, en 3 ans, demandé comment le prêt continuait d'être payé. Vous n'avez jamais demandé comment la Bentley de Monroe restait dans l'allée avec un revenu de 31 000 €. Vous n'avez jamais demandé. Parce que la réponse aurait signifié dire merci. Et cette famille ne dit pas merci à la personne qui la soutient. Elle dit et sort un point. J'ai regardé Edmond directement. J'ai versé 180 000 € dans cette famille en 3 ans. Pas une seule fois, vous n'avez dit merci. Pas une seule fois, vous n'avez demandé d'où venait l'argent. Vous savez ce que Monroe a dépensé pendant la même période? 67 000 € qu'elle n'avait pas sur 4 cartes de crédit. Plus un stratagème avec un bracelet qui ferait rire un expert en sinistre si ce n'était pas un crime. Edmond a essayé de parler. Il a dit mon nom, puis s'est arrêté. Il l'a répété, et la phrase suivante n'est pas venue. C'était un homme debout dans une maison qu'il ne pouvait pas se permettre, apprenant que la fille qu'il avait jetée sous la pluie était la fille qui gardait un toit au-dessus de sa tête. L'information était trop grande pour l'espace qu'il avait construit pour la contenir. Les mains de Charlotte n'avaient pas quitté le comptoir. Ses jointures étaient blanches contre le granit. Elle regardait Monroe maintenant, pas moi, et l'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était le genre d'épuisement qui vient quand vous réalisez que la version de votre famille que vous jouez depuis 30 ans vient de tomber de la scène, devant un public. Maman, papa. Ma voix a baissé au registre que j'utilise au travail quand je livre une expertise qui déçoit quelqu'un. Plate. Finale. C'est le dernier paiement, la dernière location, la dernière prime d'assurance. J'ai fini de financer une famille qui me traite de voleuse, alors que la voleuse est assise sur ce canapé, rafraîchissant son nombre d'abonnés. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de SMS. Si la situation de l'assurance de Monroe nécessite mon témoignage, Nico coordonnera. C'est le seul canal qui reste ouvert. J'ai failli me retourner et partir sans regarder Monroe. Mais la voix de Lilian était dans ma tête. La voix de la maison de retraite, stable et claire. Va chercher ce qui t'appartient, pas le bracelet. La vérité. Et la vérité n'était pas terminée, tant que Monroe ne l'aurait pas entendu de la personne qu'elle avait piégée. Le bracelet valait 42 000 €. Tu l'as vendu pour couvrir des dettes que tu as accumulées en prétendant vivre une vie que tu ne pouvais pas te permettre. Puis tu m'as accusé de l'avoir volé. Pour pouvoir toucher l'assurance et éponger le reste. Tu as détruit ma relation avec nos parents pour une avance de fonds, et tu l'as fait pendant un orage, parce que tu savais que la météo le ferait ressembler à un film. J'ai pris mon dossier. J'ai marché vers la porte. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a suivi. La porte s'est fermée derrière moi, de la même manière que 5 jours plus tôt.
Sauf que cette fois, j'étais sèche. Le ciel était clair. Et la seule chose que je portais, c'était la vérité. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à Susurro de Reddit. Le prêt de la maison de plage a eu 30 jours de retard le 1er mai. La banque a envoyé un avis à Edmond et Charlotte, une enveloppe blanche avec une bande rouge que Charlotte a trouvée dans la boîte aux lettres un mardi matin. Edmond a appelé le prêteur. Le représentant lui a dit que le compte avait été payé par virement automatique depuis le compte d'un tiers pendant 36 mois consécutifs, et que les virements avaient été annulés de façon permanente le 11 avril. Edmond a demandé de quel compte provenaient les paiements. Le représentant a dit que le nom du titulaire du compte était Paige Covington. Edmond a raccroché le téléphone et s'est assis au comptoir de la cuisine pendant 40 minutes. Charlotte l'a trouvé là quand elle est revenue du garage. Il tenait le relevé de prêt dans une main, et une calculatrice dans l'autre. Son revenu de pension était de 3 100 € par mois. Le prêt était de 4 200 €. Le calcul avait un déficit de 1 100 € qui avait été invisible pendant 3 ans, parce que sa fille aînée l'avait comblé en silence. Charlotte n'est pas allée au country club le mardi suivant, ni le mardi d'après. Sa partenaire de tennis, une femme nommée Fiona, a appelé 2 fois. Charlotte n'a pas répondu. Elle était assise au comptoir de la cuisine dans la maison de plage, regardant le même relevé de prêt qu'Edmond, faisant le même calcul, arrivant au même nombre que Paige avait atteint pendant 36 mois. La différence était que Paige l'avait résolu. Charlotte ne le pouvait pas. La Bentley Continental jetée de Monroe a été saisie le 8 mai. Monroe avait déjà 60 jours de retard sur les frais d'assurance et d'immatriculation avant que j'annule le paiement de la location, et le paiement d'avril manqué a déclenché une clause d'examen accélérée dans son contrat de location. La société de location a envoyé un chauffeur de recouvrement à la maison de plage des Covington à 7 h du matin un jeudi. Monroe était à l'intérieur, dormant encore, lorsque le camion plateau a reculé dans l'allée. Elle a entendu la rampe hydraulique se déployer, et est venue à la fenêtre en peignoir. Les plaques d'immatriculation personnalisées qui disaient MNO étaient toujours sur les supports lorsque la voiture est montée sur la rampe. Le chauffeur a laissé un reçu et un avis de résiliation de location dans la boîte aux lettres, à côté de l'avis de retard de prêt. 2 enveloppes, l'une d'une banque et l'une d'une société de location, côte à côte dans une boîte aux lettres qui ne contenait autrefois que des catalogues et des invitations de club. Le compte Instagram de Monroe, qui avait publié une photo de la Bentley avec la légende VIP du matin 6 mois plus tôt, est devenu silencieux le 9 mai. Le jour après la saisie, elle n'a rien posté. Le jour d'après, rien. Les abonnés qui avaient commenté l'objectif, vivre le rêve des tu m'inspires, règne sous les publications de la Bentley n'ont pas remarqué que la voiture avait disparu pendant 11 jours. Quand ils l'ont fait, certains ont envoyé des messages privés demandant si elle l'avait échangé contre un modèle supérieur. Elle n'a pas répondu. Le nombre d'abonnés, qui avait culminé à 84 200, a commencé à baisser de 50 par jour, puissant. Non pas parce que quelqu'un était au courant de la fraude à l'assurance ou du stratagème de consignation. Simplement parce qu'une influenceuse qui arrête de poster devient un souvenir, et les souvenirs ne retiennent pas les abonnés. L'unité d'enquête spéciale de la compagnie d'assurance a officiellement rejeté la réclamation de Monroe le 12 mai. La lettre de refus, envoyée par courrier recommandé, citait les dossiers de consignation de Hullbrook, la correspondance du numéro de série, l'écart de date de 14 jours entre la vente et le vol déclaré, et la photo de prise en charge montrant Monroe tenant le bracelet dans la boutique. La lettre indiquait que le dossier avait été transmis au procureur du comté pour d'éventuelles accusations de fraude à l'assurance. L'avocat de Monroe, dont les honoraires étaient financés par Charlotte avec le reste de son compte d'épargne personnelle, a demandé une réunion avec l'enquêteur principal. L'enquêteur a accepté. Au cours de la réunion, l'enquêteur a demandé directement à Monroe, sous déclaration enregistrée, si elle avait consigné le bracelet chez Hullbrook Fin Consignement le 28 mars 2026. L'avocat de Monroe lui a dit de ne pas répondre. L'enquêteur a noté le refus dans le dossier et les a remerciés d'être venus. Un mercredi après-midi à la mi-mai, Monroe est entrée dans un concessionnaire Bentley du côté nord de la ville. Pas celui où elle avait loué la Continental jetée, un autre, 20 minutes plus loin, où personne ne reconnaîtrait son nom sur un compte fermé. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Elle a demandé au directeur financier s'il y avait un moyen de réactiver un contrat de location résilié, ou d'en ouvrir un nouveau. Le directeur a consulté ces informations dans le système, a lu l'écran pendant 10 secondes, et a dit « Ce compte a été fermé pour non-paiement et retrait du co-signataire ».
La réactivation n'est pas disponible. Une nouvelle demande nécessiterait une qualification indépendante. Monroe n'est pas partie immédiatement. Elle a traversé le showroom et s'est assise dans un modèle d'exposition, une Continental GT, Beluga Black, 247 000 € sur l'autocollant de la fenêtre. Elle a mis ses mains sur le volant. Le cuir était froid, parce que le moteur était éteint, et n'allait jamais être allumé. Un vendeur l'observait depuis le comptoir de service, mais ne s'est pas approché. Il avait déjà vu ça. Des gens assis dans des voitures qu'ils avaient eues, tenant des volants qui ne tournent pas, répétant une vie qui est déjà terminée. Monroe est restée assise là pendant 8 minutes. Puis elle est sortie, a ajusté ses lunettes de soleil, et est rentrée chez elle dans la Nissan Sentra qu'elle avait empruntée à Tristan, qui cherchait déjà un nouvel appartement, parce que le Range Rover devait être rendu la semaine suivante. Et que la femme avec qui il sortait n'était plus la femme de la photo avec la Bentley. La 3e semaine d'avril, avant que les retombées ne se fassent pleinement sentir, j'ai signé un bail pour un appartement d'une chambre au 4e étage d'un immeuble, avec un balcon qui fait face à l'est. Le loyer est de 1 250 € par mois. Je le paie avec le même compte qui envoyait autrefois 8 940 € par mois à des gens qui me traitaient de voleuse. La différence entre ce que je dépensais pour ma famille et ce que je dépense maintenant pour moi-même est de 7 690 € par mois. Ce chiffre est à moi maintenant. Le balcon a une balustrade avec des barreaux en fer qui captent la lumière du matin, et une vue sur un érable qui commençait tout juste à bourgeonner quand j'ai emménagé. J'ai acheté un petit bureau et je l'ai mis près de la fenêtre. J'ai acheté un tapis. J'ai acheté une boîte à bijoux en velours dans une boutique de Merchant Row, 3 portes plus bas que Harland & Grey. La boîte a coûté 28 €. Elle est de la couleur d'un bleu marine profond, et elle s'ouvre avec une charnière en laiton qui fait un clic doux. Le genre de son qui n'a d'importance que dans une pièce calme. Un matin de fin avril, je me tenais sur ce balcon avec une tasse de café. Il pleuvait, mais ce n'était pas un orage. Une douce pluie de printemps, le genre qui tombe droit, sans vent. Le genre qui fait briller les nouvelles feuilles et qui nettoie la rue, sans inonder les caniveaux. L'air sentait l'écorce mouillée et la nouvelle croissance. Une pluie différente de celle sous laquelle je me tenais le 11 avril. Cette pluie-là était horizontale, froide, et projetée sur moi. Cette pluie-ci était verticale, calme, et mienne. Les clous d'oreilles en perles étaient dans la boîte à bijoux en velours sur mon comptoir de cuisine, reposant sur le petit coussin à l'intérieur. La boîte était ouverte. Les boucles d'oreilles captaient la lumière du matin de la même manière qu'elles captaient la lumière dans la chambre de Lilian, quand elle me les a données il y a 16 ans. Elles valent peut-être 300 € sur le marché secondaire. Je le sais, parce que je les ai expertisées moi-même le lendemain du jour où Lilian me les a données, non pas pour les vendre, mais pour savoir, pour comprendre la différence entre le chiffre sur l'étiquette et le poids dans ma main. 300 €, et ce sont les choses les plus précieuses que je possède. Mon téléphone était sur le comptoir à côté de la boîte. L'application bancaire n'avait aucun virement en attente, aucun paiement programmé, aucun transfert sortant vers des comptes appartenant à des personnes qui confondent ma générosité avec de la faiblesse, et mon silence avec une permission. Le seul prêt qu'elle surveille est celui pour lequel j'économise. La seule location qu'elle suit est la mienne. La pluie tombait, droite et silencieuse, sur la balustrade du balcon. Quelque part en ville, une maison de plage accumulait les avis de retard. Une Bentley était sur un parking de concessionnaire, les plaques retirées et le cuir devenant froid. Un fil Instagram s'éteignait, un désabonné à la fois, l'algorithme oubliant déjà. Les boucles d'oreilles étaient vraies. Le café était chaud. La pluie sonnait différemment, de ce côté-ci de la porte.